et bonjour pour cette édition spéciale de webinaire qui se déroule à Mayotte, donc pas à la Tour Montparnasse comme d'habitude. Donc nous sommes à 1400 km de la Réunion et donc à 10 700 de Paris, là on vient de le remarquer. Donc notre thème ce soir, c'est comment les architectes ont répondu présent au lendemain de la catastrophe du cyclone tropical intense Chido qui a frappé Mayotte le 14 décembre 2024. Et bon, je me présente, moi je suis Lac Macro, je suis architecte et vice-présidente de l'ordre Réunion Mayotte. Et les intervenants ce soir, c'est donc Éric Ugel, architecte et président de l'ordre Réunion Mayotte. Bonsoir. Et il y a Stéphane Aimé, architecte et qui exerce en agence Tandem de Mayotte. Bonsoir. Il y a Kevin Fati, architecte urbaniste et directeur adjoint de la rénovation urbaine de la mairie de Mamoudzou. Bonsoir à tous. Voilà. Et après, on a Dominique Tessier, architecte et directeur du CAU à Mamoudzou. Bonsoir. Avec Jeanne Demoule, architecte conseil et spécialiste en risque majeur, également du CAE. Bon, enchanté. Donc aujourd'hui, la stratégie de gestion de la crise aux événements climatiques extrêmes fait partie du programme du CNO depuis fin 2024. Et d'ailleurs, elle a été votée au Conseil 2 jours avant l'événement duquel on va parler ce soir plus particulièrement, donc le cyclone Chido. Donc le rôle d'architecte en gestion de crise, le rôle d'architecte en prévention de risques, donc on peut dire avant la crise, le rôle des architectes à l'émergence de la crise, donc pendant la crise, et le rôle des architectes après la crise, donc la reconstruction, la conception, l'après, et de s'adapter aux risques futurs pour prévenir mieux les éventuellement crises ou événements climatiques futurs. L'architecte, bon, emporteur des solutions, ça c'est la devise. Pour ça, on va d'abord regarder le jusqu'après Chido. Donc, quand on fait les architectes, vraiment après que cet événement climatique est intervenu, donc le cyclone Chido, et la réaction spontanée du lendemain de la catastrophe où les architectes de Mayotte se sont tout de suite organisés pour aller sur le terrain, exécuter les diags ou prêter même main forte directement sur place. Et dans un deuxième temps, l'arrivée des 10 architectes de la Réunion avec l'aide du CNOA qui a permis l'acheminement des architectes qui se sont portés volontaires. Donc on donne d'abord la parole à Kevin Fati. Donc pour parler du jusqu'après, qu'est-ce qu'ils ont fait les architectes le lendemain du Chido? Merci. Effectivement, donc moi j'ai la lourde tâche de démarrer un peu la rétrospective sur l'action portée par la profession au lendemain du cyclone. Donc déjà, pour repositionner le contexte, effectivement, on s'est retrouvé face à une situation que l'on ne connaissait pas, pour la plupart d'entre nous, choqué par l'événement, choqué par le constat que l'on peut dresser à travers sa fenêtre, par les situations personnelles, voilà, de gestion de son logement. Et très rapidement, un certain nombre, pour bien resituer le contexte, à la suite du cyclone, on a été coupé de l'ensemble des réseaux, d'électricité, eau, télécom. Donc il y a eu une grosse difficulté pour prendre contact avec l'extérieur, que ce soit avec les personnes sur le territoire ou en dehors, et de comprendre en fait l'état global de la situation. Donc très rapidement, moi, en tant qu'agent de la ville de Mamoudzou, je me suis rendu à la mairie pour essayer de comprendre finalement voilà, ce qu'il était possible de faire, quelle action il était possible de mener. Et donc on a
il y a eu une structuration qui s'est faite au niveau de la mairie, sur différents pôles d'urgence, aller dégager des routes, aller voir à droite à gauche l'état de tel ou tel quartier. Et finalement, très rapidement, on a pris contact avec un certain nombre d'architectes parce qu'on avait réussi à avoir un peu de réseau à la mairie. Et donc, on a finalement lancé un appel de bouche à oreille d'architectes à architectes pour se réunir dans les locaux de la mairie afin déjà de regrouper l'ensemble des architectes et de commencer à envisager une action possible de la profession face aux dégradations des différentes constructions et à l'état cataclysmique en fait, de la situation. Donc, à ce moment-là, plus d'une trentaine d'architectes ont répondu à l'appel, on s'est retrouvés dans un bureau et on a commencé à prendre contact finalement aussi avec les différentes institutions pour aller chercher des éléments pour établir un diagnostic. Donc il y a quand même une commande à la base qui a été établie par la directrice générale adjointe en charge de la population, qui avait une vocation assez précise par rapport à ses missions, qui était d'établir des diagnostics des écoles en vue de l'ouverture des écoles à la rentrée. Donc très rapidement, le constat était de dire ces écoles aujourd'hui sont des centres d'hébergement. Ces centres d'hébergement accueillent des personnes qui n'ont plus de maison et pour la plupart, ces centres d'hébergement ont subi des dégâts. Donc il a été nécessaire dans un premier temps d'établir une grille de lecture, en fait, une grille de lecture commune qui permettait on va dire de généraliser une démarche. Donc l'objectif était bien d'essayer de généraliser une démarche à l'échelle du territoire. Et donc en lien avec la FPCNT, avec les architectes de l'urgence, le CAE était présent aussi dès le départ. L'ordre, on échangeait régulièrement aussi. L'idée était de dresser cette grille de lecture pour pouvoir mener les premières actions de diagnostic, notamment aussi en lien avec l'ARS, puisque l'ARS n'avait pas d'effectifs disponibles sur le territoire pour aller évaluer les conditions sanitaires des personnes qui étaient hébergées. Donc il y a toute une série de non-préparations en amont qui entraînent une réflexion. Et là, effectivement, donc on a demandé aussi à l'ARS de nous fournir une grille de lecture pour que l'on puisse faire un diagnostic un peu des personnes qui étaient hébergées dans ces centres d'hébergement, donc ces écoles. Donc, qui étaient de l'ordre de 14, officiellement ouvertes par la mairie la veille du cyclone. Et quelques-unes en plus se sont rajoutées puisque les gens se sont naturellement réfugiés en fait, dans les équipements publics. Très bien. Donc d'abord, Kevin Fati à ce sujet le lendemain de Chilo. Après les architectes, donnant la parole à Stéphane Aimé, architecte local. Oui. En fait, nous, juste après le chaos, on a cherché avant tout à se rendre utile. On était directement confrontés à des dégradations majeures dans mon quartier. Et en fait, en me préparant à recevoir ce cyclone, on avait chargé des batteries, on avait regroupé des outils. Et donc très rapidement, on s'est retrouvés sur les toits pour apporter du réconfort à la population et surtout retrouver un peu de vie à travers des reconstructions de petites cuisines collectives. Et en fait, j'étais un peu coupé moi, de la DRU au début. Et c'est une jeune architecte qui est venue me voir à la maison pour me dire qu'il y avait cette démarche qui avait été effectuée par la DRU et des jeunes archis de nos agences. C'était essentiellement nos salariés d'ailleurs. J'y ai découvert une formidable organisation, de l'intelligence, des sujets qui étaient parfaitement traités, des fiches qui étaient organisées, qui permettaient de tout de suite diagnostiquer si une école pouvait rester refuge ou si elle devait être totalement évacuée parce qu'il y avait un risque majeur. Donc j'ai tout à l'heure intégré cette démarche de diagnostic et en fait
Dans l'action que j'avais menée sur les toits de mes voisins, etc., je me suis rendu compte qu'avec très peu d'outils et de moyens, on pouvait retrouver des toits en réparant 10 mètres carrés par-ci, 20 mètres carrés par-là, et retrouver très très vite 6 classes, 9 classes, qui pouvaient redonner un peu de vie, parce qu'on a trouvé du chaos dans ces écoles, une population qui surchargeait des salles de classe, qui voyait pour la première fois des jeunes architectes venir les voir, diagnostiquer s'ils pouvaient y rester, le danger apparent, aussi les réconforter pour leur dire on est là pour vous aussi. Et donc on a monté un petit groupe un peu pirate, parce qu'on est monté sur des toits, avec aussi la découverte souvent de lignes de vie arrachées, de toitures complètement éventrées. Et voilà, on s'est mis un peu à part parce qu'il y avait cette part de risque qu'il fallait aussi appréhender. Et donc, avec un architecte charpentier, on allait voir en amont quelle école pouvait être très rapidement réparée pour redonner un peu de vie à ces refuges et à plus long terme, le redonner aussi un fonctionnement de salle de classe. La chance qu'on a eue, c'est qu'en fait, on a eu des pare-pluies, donc, ce qui permet d'étanchéifier des façades légères en bois, pour la plupart du temps, bien avant les bâches qui ont été envoyées par la Croix-Rouge et l'État. Ce pare-pluie, en fait, il m'a été envoyé par un groupe de rugbyman de La Réunion qui avait été réquisitionné sur un bateau de pêche qui apportait de l'eau. Et donc, toutes ces pare-pluies ont été... Il y a eu 6000 m² de pare-pluie qui ont alimenté essentiellement les classes, parce que c'était le sujet de refuge qui était important. Et après, qu'on a retravaillé sur d'autres associations, souvent des crèches, des écoles, etc. Voilà, c'était quelque chose de très dur à vivre. Aujourd'hui, on en parle un peu librement, mais on a eu affaire à un chaos. Moi, je pensais être vraiment préparé. J'avais rechargé des batteries, j'avais pris une batterie de scooter en plus. Mais en fait, on a vécu l'effroi et des images terribles autour de nous. Et cette démarche de jeunes architectes, moi je pense qu'il faut, à chaque fois je le redis avec force, parce que c'était nos salariés qui étaient là, qui avaient pris le lead, très honnêtement. Et moi j'ai trouvé ça incroyable. Et j'ai trouvé une génération d'architectes mobilisés, solidaires, et surtout qui a tout de suite trouvé des solutions, qui à chaque fois étaient dans une débrouille intelligente, trouver de l'essence, trouver du réseau. Et donc voilà, c'est quelque chose que je remets toujours en avant, parce qu'ils ont été là avant tout le monde, et après ils ont été rejoints bien évidemment avec le SAUE, avec l'Ordre des architectes de La Réunion, que je remercie encore, parce qu'on a des architectes qui sont mobilisés aussi de La Réunion très rapidement, et aussi les architectes de l'urgence. Donc voilà, donc merci Eric de nous avoir accompagnés dans ces images fortes. C'est le mot. Peut-être d'entendre d'abord le CRE et après Ce que je pourrais dire, c'est d'abord que quand le cyclone s'apaise, on ouvre ses portes et va constater les dégâts. Et il n'y a pas que les architectes qui se sont mobilisés. Tous les gens qui avaient des bras et un peu d'intelligence sont mobilisés pour recouvrir leur maison, pour aider leurs voisins, etc. Et puis aussi, ça crée de l'isolement. Ça crée de l'isolement, ça a dit tout à l'heure, les réseaux téléphoniques ne fonctionnent plus, mais il y a aussi les routes qui sont coupées. Par exemple, moi, j'avais des toits sur le chemin agricole par lequel j'accède à ma maison, on ne pouvait pas plus sortir avec un véhicule. Donc il y a ce premier temps, et on est séparés les uns des autres. Par exemple, SAUE, on a une habitude de se regrouper tous les jours à 7h30, 8h, là ça ne fonctionne plus. Et ils se sont spontanément, les uns, enfin pas tous, mais un certain nombre, retrouvés avec Kevan, etc. Et donc ça a permis de faire une espèce de matrice sur le mode d'intervention qu'on a déployé par la suite sur l'ensemble du territoire. Le CAUE a été sollicité assez vite par les services de l'État, parce que si le rectorat était capable en interne de faire ses propres diagnostics, il y a 221 écoles sur le territoire et elles sont propriété des communes et pas du rectorat, et un peu démunies pour faire le travail. Et donc très vite on s'est entendu
et en reprenant ce qui avait été commencé à Mamoudzou, déployer sur l'ensemble du territoire une méthodologie de diagnostic et de reporting. Donc on a commencé avec les écoles, on a eu assez vite le renfort de la Réunion et de la Fédération des architectes de l'urgence, ce qui a permis de se répartir les territoires, une partie au nord, une partie au sud, et Mamoudzou dans son centre, on pourrait dire. Voilà. Et j'ai le sentiment que ce qui est spécifique peut-être à la profession, c'est d'avoir été capable de s'organiser collectivement. Je ne crois pas que les charpentiers se soient organisés collectivement. Je ne crois pas que les maçons non plus. Et les gens ont fait, j'en ai suivi quelques-uns, des petites entreprises. Un, on dégage la piste pour pouvoir travailler. Deux, on recouvre l'atelier. Trois, on autorise les salariés à ne pas venir pour recouvrir leur maison. Et quand tout le monde a sa maison au moins bâchée, on se remet en route pour retravailler. Et la première phase du travail des entreprises, c'est faire des devis, c'est pas construire. Parce que d'abord, les matériaux ne sont pas là. Voilà. Et je pense que ça a donné une visibilité à la profession qui fait que très vite, eh ben, l'État et les collectivités, etc., nous ont sollicité pour continuer. Après avoir fait les écoles, on nous a demandé de faire les établissements publics pour savoir où on pourrait loger des matériaux, où on pourrait loger des forces de secours, etc., quel était l'état des bâtiments. Et dès qu'on a commencé de faire ça, les collectivités nous demandaient encore un peu plus. Vous ne pouvez pas nous préparer, savoir combien ça coûte pour qu'on prépare les CCTP pour reconstruire. Voilà. Et puis est arrivée l'inspectrice générale de l'État et qui, elle, nous a dit mais il faut aussi chiffrer les dégâts chez les particuliers. À Mayotte, il y a 62 000 résidences principales. Voilà, nous, au CAU, on est 5. Donc il a fallu trouver des méthodes. Et donc, avec l'aide de la Fédération des architectes de l'urgence, on a procédé par échantillon sur des quartiers sinistrés de résidences de particuliers. Et puis, on a extrapolé à partir des échantillons pour pouvoir donner une idée de l'impact global sur le territoire. C'est très intéressant. Et après, donc Éric Ugel. Alors nous, forcément, dans un premier temps, le cyclone, on l'a vécu de loin. Et le souvenir que j'ai, c'est que depuis la Réunion, on ne l'avait pas vraiment appréhendé. On était en échange par WhatsApp, souvent comme ça, avec Pierre. Et d'un coup, par contre, on voit que les échanges deviennent un peu plus tendus, et puis plus rien. Et ça, c'était le 14. Et bien sûr qu'on s'attend toujours que derrière, les choses se réveillent, et puis rien ne se réveille. C'est-à-dire que le WhatsApp, il ne rebouge pas tout de suite. Donc, et tout de suite, on comprend que c'était quelque chose d'assez important, d'assez grave. On se met en relation avec... le conseiller national se met en relation avec nous, parle de partenariat. On arrive à mobiliser, en faisant l'appel à volontaires sur l'île de la Réunion, très rapidement, énormément d'architectes d'ailleurs, mais on ne pouvait pas tous partir, c'était un peu compliqué. Et le conseil national a réussi à faire un pont aérien avec le ministère de l'Intérieur. Il a réussi à nous mettre dans des avions et pouvoir venir vous rejoindre le 22 décembre. C'était quand même assez tôt, hein, c'est 8 jours après, une semaine après. Donc une semaine après, on a pu mettre les pieds sur l'île sur Mamoudzou, une île que je connaissais. Et forcément, quand on a le souvenir de Mamoudzou et quand on atterrit, les premières images qu'on voit, c'est l'effroi. En plus, on est parti un peu vite dans la scie. On avait quand même essayé de faire des provisions, de ramener des gants, de ramener des casques, de ramener des choses. On avait des tas de choses. C'était assez incroyable ce départ. Parce qu'en plus, on ne sait pas à quelle heure. D'un seul coup, ça se modifie. Et puis, pac, et alors, on y va. Et on y va, on ne sait pas, en fait, on ne sait pas où on va dormir, on ne sait pas comment on va manger, on ne sait pas quand est-ce qu'on va rentrer. Et on sait pas, donc il faut partir en une espèce d'autonomie, puisqu'on sait que de toute façon, les conditions sont très dégradées et qu'on n'est pas là pour aller à l'hôtel ou être accueilli quelque part. Donc ça, c'était assez particulier à ressentir. Par contre, c'est parce que de l'autre côté, nous, on n'était pas dedans, mais on est arrivé dans un endroit qu'on ne connaissait pas du tout dans cet état-là.
Non, le jour d'après, on s'est retrouvés à la DRU et déjà avant, il y avait le WhatsApp qui avait commencé à s'animer parce qu'il y avait le groupe d'archi de Mayotte qui lui arrêtait pas de biper parce que ça y est, l'organisation était en place. Et on est allé les voir et effectivement, ils étaient tous là. Ils étaient tous là avec une volonté incroyable. Moi, ça m'a énormément marqué. Donc, ce côté très humain de tous ces gens qui étaient juste là pour bien faire les choses par affection pour ce territoire. Ouais, c'était beau à voir. Et ben nous, après, on a donné notre temps aussi. On a pris 90 écoles dans le Nord pour pouvoir compléter, aider à ce diagnostic avec la Fédération des architectes de l'urgence, la Fondation, pardon, des architectes de l'urgence, qui a un peu revu son process. Voilà, c'était... Le 30 décembre, on a pu présenter, à travers aussi le CAE, compiler tout ça et présenter des cartes directement à la DEAL. C'était quand même relativement rapide, 90 écoles, 221 écoles en 8 jours. À vous, vous aviez commencé avant. Merci. Merci Eric. Oui, cet événement qui a frappé plus ou moins inattendu, même s'il était bien prévenu par Météo France, Lille. Et il faut dire aussi que Lille n'était pas structurée car elle n'a pas vécu une telle crise depuis très longtemps en termes de cyclone. Donc c'est pas qu'un cyclone arrive souvent. Donc là, ça fait 80 ou 90 ans que ce n'est pas arrivé à Mayotte, ce qui explique aussi la lourdeur de l'impact et peut-être je veux dire, il a frappé en pleine force déjà le parc immobilier et aussi, je veux dire, les organisations qui n'étaient pas tous en place pour répondre dans l'immédiat, normal. Après, donc sur la deuxième partie de notre webinaire, on va se poser la question quel est l'enseignement de cette expérience apporte. Donc, quelles sont les conclusions qu'on peut en tirer, qu'est-ce qu'on peut améliorer, quelles sont les pistes pour... voilà. Éventuellement, on avait noté la capacité de se mobiliser. On avait dit... il y a Jeanne qui veut répondre, voilà, exactement. Donc, on commence avec les séries. Donc, Jeanne qui... Déjà, comme a souligné Kevin plus tôt, il y a eu toute cette capacité à s'organiser, à se retrouver, à avoir conscience qu'on avait une compétence qui était utile en temps de crise et que c'était le moment, une fois évidemment qu'on avait pu se mettre en sécurité nous-mêmes, d'être présent pour le territoire. Donc, dans les conclusions qui ont été tirées aussi sur ce sujet-là, il y a eu le fait que nous, on s'est tous organisés comme on a pu entre nous, mais il y a eu toute cette difficulté aussi d'organisation avec les autres structures, avec les autres instances, de savoir comment être organisé et identifié en tant qu'architecte en temps de crise. Donc il y a un petit peu tout ce sujet de déjà comment la prochaine fois on fait pour faire, pas forcément mieux, mais en tout cas pour être peut-être plus efficace. Il y a eu également toute la question de comment ça a pu modifier notre pratique. Nous, par exemple, avec le CAE et donc la Fondation Architectes de l'Urgence, en tout, on a diagnostiqué environ 2300 bâtis, purement du résidentiel. Donc c'est 2300 habitations dans lesquelles on est rentré, quel que soit leur niveau de construction, que ce soit du formel, de l'informel, de la construction encadrée ou non. Et ça nous a permis d'avoir un très bon panorama sur l'état de l'architecture à Mayotte, l'état de la construction, ce qui avait marché, ce qui n'avait pas marché, quel était le niveau de vulnérabilité post-crise pour un fonctionnement en temps normal sur on espère, les années à venir, mais également le niveau de vulnérabilité face à des prochaines crises. Donc ça, nous, on voit déjà que ça modifiait le rapport finalement qu'a l'architecte à son terrain, la connaissance, mais c'est aussi aller dans l'autre sens, c'est que toutes les personnes chez qui on est allé, ça leur a permis aussi de nous identifier, d'identifier notre rôle, nos compétences. Nous, avec le CAE, on enchaîne sur beaucoup de missions de conseil.
ça permet aussi d'aller à la rencontre des gens, d'essayer de leur apporter des connaissances qu'on peut avoir et de se rendre compte de eux, quels ont été les manquements, que ce soit techniques ou purement d'administratif, qui ont fait aussi qu'il y a une vulnérabilité qui a été accrue sur le terrain liée à cette crise, mais qui existait précédemment. Je sais pas si Ou ce que vous avez dit tout à l'heure, en fait, le type d'intervention a changé également. Donc, il y a des interventions qui sont plutôt sur place. Bon, on va laisser répondre. Ça marche pas, non? On peut dire que l'événement cyclonique et la phase qui a suivi de diagnostic a été une sorte de révélateur, d'une capacité d'organisation et d'intervention. Et donc ça nous a amené aussi à réfléchir sur nos modes d'intervention, puisque je dirais qu'avant le cyclone, on était presque à susciter de la demande, mais après le cyclone, il fallait s'organiser pour répondre à la demande. Et donc, par exemple, pour le conseil au particulier, disons qu'avant le cyclone, on en faisait 3 par semaine, et maintenant, on a 70 personnes en liste d'attente. Ce n'est pas tout à fait la même échelle. Mais aussi, on a changé de méthode d'intervention, c'est-à-dire qu'au lieu de recevoir des gens en attente de construire, on va sur place chez eux pour les aider à les conseiller, les aider à repenser comment reconstruire, comment réparer, comment faire évoluer, etc. Donc ça, c'est un grand changement. Après, en fait, il s'avérait que l'isolement dont je parlais tout à l'heure était quand même assez perceptible et ça nous a mis en situation de dire il faut qu'on crée de la communication entre tous les intervenants. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient des réflexions ou des actions, mais les uns ne se croisaient pas avec les autres, etc. Donc à partir de, je crois que c'est à partir du 24 décembre, précisément, on a mis en place ce qu'on a appelé une table ronde, qui était une table ronde à la fois en présentiel au siège du CAUE, mais aussi en réseau sur Internet. Et on a eu jusqu'à 90 participants, je crois. Et on l'a répété toutes les semaines, pendant un certain temps, où on pouvait partager nos interrogations sur la reconstruction, sur les méthodes à mettre en place, à la fois sur les questions d'approvisionnement, sur les questions de comment répertorier et comment hiérarchiser les interventions, qu'est-ce qu'on allait reconstruire, est-ce qu'il s'agissait seulement de refaire des toits, ou est-ce que ce n'était pas l'occasion de repenser plus généralement une urbanisation qui, ici, aujourd'hui, est quand même en grande partie informelle. Et donc, après une série de tables rondes toutes les semaines, on est passé à des tables rondes un peu plus espacées, mais avec des thèmes préparés et des interventions qui pouvaient être extérieures. La Fondation de France, par exemple, l'Agence Qualité Construction, la dernière qui a eu lieu. On en a fait une aussi avec les organismes de formation, etc. etc. Et donc, ça permet de l'échange et ça permet une réflexion. Mais c'est vrai qu'il reste, je ne peux pas m'empêcher de le dire, une grande interrogation autour de nous. Mais quand est-ce qu'on commence à reconstruire? Oui. Donc on va peut-être... Il y a eu aussi, je pense, dans le fait d'être rentré dans des endroits où on ne va jamais. Toutes ces constructions non encadrées, en plus que j'ai cru entendre, parce que j'avais eu un exposé comme ça de l'ADEAL avec quand même 80% des constructions qui ne font pas l'objet d'un permis de construire. Donc c'est quelqu'un qui ne sont jamais passés dans nos mains, dans notre supervision. Et là, d'un seul coup, on a pu rentrer dedans par les diagnostics et se rendre compte qu'il y avait de sérieux problèmes et que si ces constructions-là n'étaient pas accompagnées dans leur reconstruction, dans leur... reconstruction, ce n'était pas le terme que je voulais utiliser, et bien que ça allait vraiment continuer à être mal fait, puisque au-delà de quelques toits qui sont volés, la superposition d'étages, on en parlait hier, hein, c'est les fondations qui ne tiennent plus, les structures qui sont plus stables, donc ça a fait découvrir tout un monde
qui étaient aujourd'hui, qui n'étaient pas visibles, quoi. Donc, les architectes sont visibles, ils ont pu rencontrer aussi de nouvelles constructions qu'ils ne connaissaient pas. Donc c'est un sujet de rencontre. Par contre, il va falloir faire de l'accompagnement pour arriver à un certain niveau de qualité qui est le seul garant d'ailleurs de la sécurité. Je sais que il y avait aussi, tu nous avais parlé de cellules de crise pour continuer à être intégré dans quelque chose. Hein. Oui, c'était ça, c'était toute la question de comment, en tant qu'architecte, une fois que la crise est passée, qu'on s'est mis en sécurité, comment on fait pour être le plus utile possible au territoire et comment le terme c'est peut-être pas on se positionne, mais comment on se met à disposition, on se met au service du territoire et de la population le plus rapidement possible, quels sont nos interlocuteurs. Et ça, je ne sais pas si tu voulais évoquer Garance. Il y avait peut-être vraiment utilité d'intégrer l'architecte dans les cellules de crise pour aussi la diag qui était faite, qui était très utile et qui a donné beaucoup de... qui était vraiment d'une grosse utilité pour loger des gens ou pas, ou vider les bâtiments qui étaient dangereux. Mais après, la diag, où est l'ouvrier qui commence à réagir. Donc il y a vraiment une interface, peut-être avec... les secours qui doit être faite. Les mises en sécurité, déjà c'est juste pour accéder aux mises en sécurité derrière. C'était le maillon qui a peut-être pêché un moment, c'est qu'une fois qu'il y a eu les diagnostics, dans l'immédiat, il y avait beaucoup d'actions à faire, mais la phase opérationnelle, la création du lien avec les personnes qui allaient effectivement effectuer toutes les réparations, comme on l'a vu, ça s'est fait de manière officieuse, en prenant des risques, et il y a une communication qui aurait pu être pensée en avant, qui aurait permis peut-être de multiplier l'efficacité. Et ça, dans les leçons qu'on peut tirer, c'est peut-être justement d'intégrer dès maintenant dans la préparation de gestion de crise, dans les plans hors sec peut-être, je ne sais pas, la présence des architectes. Et, je ne sais pas si tu souhaitais parler de Garance, mais dans les effets que ça a eu pour nos confrères et consoeurs à La Réunion, on sait que les architectes du coup ont été pour le coup identifiés et appelés plus rapidement. Et ça devrait devenir un automatisme pour les futures crises. En fait, ça a été une des conséquences de votre mobilisation immédiate et de votre organisation. Alors là, je parle un peu extérieur Mayotte, mais c'est extrêmement lié. La visibilité des architectes sur Mayotte liée à leur mobilisation, à leur capacité à s'organiser et à la qualité des diagnostics qui ont été édités, a fait qu'au lendemain de Garance, l'État a appelé le COARM pour mobiliser des architectes pour établir des diagnostics sur la partie touchée de l'île. Donc c'est déjà, ça veut dire que voilà, ça a déjà fait école. Il y a eu tout de suite derrière un premier petit réflexe qui nous a intégrés à ce process-là et à pouvoir générer de la donnée et même maintenant de l'analyse. Et cette anticipation-là, elle se fait sur deux créneaux. Il y a effectivement toute la place de l'architecte dans ce qui est vraiment de la gestion de crise, l'organisation, les premières réponses. Et il y a ce qui a aussi été évoqué sur la phase de la reconstruction, ce qui est un terme à Mayotte. Il y a aussi toute une pensée du territoire à adapter face aux risques, face aux crises. Mais il y a toute cette phase-là où les architectes peuvent être présents pour la reconstruction et l'adaptation du territoire face aux risques. Je pense aussi qu'il y a à entretenir à l'issue de cette expérience une sorte de permanence ou de maintenir en vie la cellule de crise. Parce que moi, ça fait un peu plus de 25 ans que je travaille ici. Les cyclones, c'était de la théorie. Le plus ancien datait de 40 ans et un équivalent, c'était 90 ans. Et donc, on avait tendance à dire oui, mais les cyclones, ils sont déviés par Madagascar, ils ne viennent pas ici. Et puis, on se le prend en plein fouet. Et je pense qu'il y a une responsabilité de notre part à entretenir la connaissance du risque et la nécessité de la prévention du risque. Il faut savoir qu'on estime généralement que la culture du risque, elle est environ une décennie. Donc, après, il y a beaucoup de facteurs qui modifient. C'est un grand chiffre qu'on sort comme ça, mais
ça va différer selon le territoire, selon le type de crise. Là, on se doute que Chido, par rapport aux impacts que ça a eu, ça va rester dans les mémoires plus que 10 ans. Mais c'est quand même une durée au bout de laquelle, là où on avait fait l'effort de renforcer sa toiture, on va peut-être se dire, finalement, des cyclones, il n'y en a pas si longtemps que ça. Est-ce que ça vaut le coup? On revient à la question de où est-ce qu'on pose la barre de l'adaptation du bâti face au risque. Et effectivement, il y a tout un travail de sensibilisation, mais pas que sur le risque cyclonique, aussi sur le risque sismique, sur la submersion marine, sur les glissements de terrain. Il y a tout un travail de sensibilisation à mettre en place qui passe aussi beaucoup par les jeunes générations, même par les enfants en école, qu'est-ce qu'on fait de tout ce qu'on a vécu et comment on apprend à être moins vulnérable à l'avenir. Dans le comportement, comme dans tout ce qui est culture, architecture, c'est l'anticipation du risque, et même si c'est dans 20 ans. Et ça passe par diffuser, expliquer ce que c'est qu'un chaînage, ce que c'est qu'un ferraillage qui dépasse un tiers de la hauteur, parce que sinon le bâtiment va se désolidariser. Non mais ça c'est très bien. Et je pense qu'on va tirer aussi la conclusion à la fin de cette webinaire. Peut-être on va répondre aux questions. Donc on a déjà abrégé un peu le temps des questions. Et il y a 4 questions qui étaient posées pour le moment. Donc il y a une première question, je vais vous le lire, ceux qui se sont aptes à répondre. Donc quelle incidence des mesures dérogatoires d'urgence aux règles d'urbanisme à Mayotte? Quelle incidence des mesures dérogatoires d'urgence aux règles d'urbanisme à Mayotte? On en a 4. Ça, c'est ce qui est arrivé après. Alors, quelle incidence? En fait, nous, on l'a compris comme ça. C'est une volonté d'aller plus vite en essayant de mettre des procédures simplifiées, ce soit pas forcément les bons choix qui ont été faits. Rentrer dans le champ de la déclaration préalable, parce qu'elle est là, la dérogation. Un grand nombre de constructions, c'est pas forcément le lieu d'être. C'est vrai qu'en face, il y avait peut-être le permis sans instruction. Ça va beaucoup plus vite. Et peut-être que ça permettrait d'avancer, puisque la compétence est là. Et voilà, ça aurait peut-être permis. Voilà, c'est comme ça, moi, que cette question me fait réagir. Il faut vraiment voir dans quel contexte on se trouve. Il y a dans la formulation quelque chose qui est un peu piégeant, parce qu'on dit il y a dérogation si vous reconstruisez à l'identique. Mais faut-il reconstruire à l'identique quand tout s'est envolé? C'est un vrai sujet quand même. C'est clair. Et ce qui était là avant était peut-être pas sujet d'un permis de construire et fait d'une manière plus ou moins non encadrée. Donc on a un problème parce que on a déjà un contexte qui était précaire sans Chido, on peut le dire. Non, voilà. Après donc oui. Quand même là-dessus, c'est qu'on nous propose des mesures dérogatoires par rapport à des règles d'urbanisme, sachant qu'on est sur un territoire qui s'est développé très vite, avec une population qui a augmenté de manière très rapide, et avec justement une absence de réglementation. Donc en fait, il y a quelque chose d'un peu ambigu, c'est-à-dire que, on en parlait tout à l'heure, il y a peut-être 80% du territoire qui s'est construit sans permis de construire. Donc on veut venir déroger à la règle, sachant que la règle n'est pas déjà la norme. Donc il y a quelque chose qui est assez surprenant en fait dans la réflexion. Alors peut-être bien évidemment sur des constructions spécifiques, des équipements qui doivent sortir vite, des solutions de relogement. Peut-être qu'il peut y avoir effectivement des mesures de simplification administrative, une facilité à mettre en place une action concrète rapidement pour résoudre une situation donnée. Mais je pense que là, le sujet aujourd'hui, il est surtout d'un meilleur encadrement et d'un meilleur accompagnement de la population. Et comment est-ce qu'on accompagne la population, sachant que les choses se sont faites sans contrôle, voilà, tout le monde est constructeur à Mayotte. C'est quand même un cas de figure qui est assez particulier sur le territoire français. On a 100% de la population qui, un jour dans sa vie, va
contribuer à la construction de sa maison, de celle de quelqu'un de sa famille, de son voisin, que ça soit d'ailleurs sur son terrain ou pas, mais ça c'est un autre sujet. Mais voilà, il y a quand même ces questions qui sont présentes. Donc la profession a cette nécessité d'apporter un accompagnement, et là il y a un nombre important d'architectes qui est nécessaire pour venir en appui des habitants, pour leur permettre de faire, quoi. Ce parc existant, si on ne le consolide pas et si on ne l'accompagne pas pour qu'il soit consolidé correctement, il restera vulnérable et on ne pourra pas construire suffisamment vite derrière pour que le renouvellement se fasse. Donc la réalité, il est là. Donc il faut qu'on puisse l'accompagner correctement. Bon, ça c'est plus ou moins bien répondu, j'espère. La deuxième question. Quitte tes méthodes d'action dans les quartiers d'urbanisation spontanée. Donc ça... quitte tes méthodes d'action dans les quartiers d'urbanisation spontanée. Voilà. C'est ça. Je fais pas que ça. mais bon, alors c'est compliqué parce que la question de l'informel, il faut la préciser. Il y a ce qui est informel et ce qui est non réglementaire. Il y a des constructions qui sont faites sur les terrains de propriétaires et qui sont faites avec des entreprises, mais sans forcément de cohérence dans l'application des normes, hein, finalement aussi, et de la rigueur dans la construction, notamment d'un point de vue structurel. Et sur l'habitat informel, la question, elle se pose de manière assez différente. L'habitat informel, c'est presque 50% de l'habitat sur le territoire, donc ce que l'on nomme bidonville. C'est des constructions en tôle, légères, qui ont subi de plein fouet, bien évidemment, le cyclone, qui était complètement rasé à la suite du cyclone. Là-dessus, on a vu que c'était des constructions légères. C'est aussi les constructions qui se sont refaites le plus rapidement. Il y a peut-être un enseignement à tirer de ça. Est-ce que dans une construction, il ne faut pas préconiser des espaces de sécurité et peut-être avoir un certain nombre de pièces qui, elles, sont vouées à ne pas résister, puisque les phénomènes climatiques vont s'intensifier, les phénomènes sismiques, la proximité d'un volcan. Voilà, il y a quand même un certain nombre de sujets qui posent question sur le territoire. Et la question de l'habitat informel, elle est forcément épineuse, puisque en fait, il s'agit de populations qui occupent des terrains qui ne sont pas les leurs. Il y a une question qui est politique, dans laquelle l'architecte n'a pas forcément de possibilité de répondre, hein. On n'est pas là pour définir ou juger qui est présent ou pas sur le territoire. Donc c'est compliqué. Alors il y a des dispositifs qui peuvent exister, il y a des approches qui existent, notamment deux approches. On a la loi Elan qui permet en fait finalement de libérer des emprises de foncier avec de l'habitat informel sous une approche plutôt policière, donc d'action de police. Et il y a des réflexions qui, elles, sont portées de manière plus on va dire, globale dans d'autres pays sur comment est-ce qu'on vient apporter progressivement la trame de chemins sécurisés, de réseaux hydrauliques, de raccordement à l'assainissement, de gestion des abords de ravines, où on vient finalement créer la ville sur le bidonville. Et on vient finalement régulariser progressivement ces quartiers. Là, on vient d'avoir beaucoup de questions, donc soit on les sélectionne. Bon, on va essayer on va vite, hein, on va essayer de répondre à un max des questions. Y a-t-il un besoin de grossir le rang des architectes locaux? Et si oui, est-il possible ou souhaitable de se mettre à leur service sous leur directive? Point d'interrogation. Donc, il y a des confrères qui proposent d'intervenir. Je dirais qu'avant le nombre, il y a la question de l'organisation. Parce qu'aujourd'hui, on est devant un immense chantier
et on n'a pas les réponses d'organisation. Il faut des approvisionnements, il faut des entreprises, il faut des coordinations. Probablement que dans tout ça, il faudra faire appel à plus d'architectes que nous sommes. Alors, 5e question. Vous parlez beaucoup de sécurité des personnes et des biens. L'urgence réside plus à conseiller l'autoconstructeur que reconstruire à neuf. Quelles leçons tirer de cette situation? On est sur un territoire où donc il faut vraiment avoir conscience que les gens construisent, que c'est pas seulement en facilitant uniquement les procédures, c'est très important, mais il faut aussi sensibiliser les personnes à leur construction, puisque c'est elles qui vont superviser les chantiers. C'est beaucoup des personnes qui vont faire appel à des architectes pour avoir du conseil, mais qui ne vont pas forcément faire appel à des architectes pour gérer toute la construction. Et donc si ces personnes-là ne savent pas à quel point d'attention il faut surveiller, qu'est-ce qu'une couverture bien fixée ou non, qu'est-ce qu'une dalle bien étanchée ou non, c'est un problème. Et donc contrairement, comme on disait tout à l'heure, contrairement en métropole, où là il y a une confiance, on va dire, presque totale en la capacité du maître d'œuvre à assurer un chantier de A à Z, là, il faut prendre en compte que la population, à 100%, il faut qu'elle ait cette capacité, cette connaissance-là. Et ça prend en compte toutes les populations, quel que soit leur type d'habitat. C'est que même pour les habitations les plus légères, il y a aussi la question de qu'est-ce que c'est qu'un contreventement. Et comment on fait même pour assembler facilement une structure bois. Et ces questions-là, elles sont importantes. Il faut les... Il y avait eu des propositions pour avoir à peu près cet accompagnement-là. C'était l'architecte commis d'office qui permettait d'être là à toutes les étapes et pas qu'au niveau du conseil. Et c'est une proposition ou solution qu'on va continuer à essayer de porter. Exactement. Après, il y a une question assez intéressante. Existe-t-il à La Réunion ou ailleurs une cellule de crise du tube qu'il serait utile de pérenniser à Mayotte et qui puisse servir de modèle? Si oui, serait-elle superposable à Mayotte, les conditions d'urbanisme étant différentes? Une cellule de crise comparable, une crise de gestion de risque comme à La Réunion. Oui, la cellule de crise de chaque commune. En fait, déjà, La Réunion, la cellule de crise, elle est très organisée depuis des années. Ça part de la préfecture, ça va dans les sous-préfectures, il y en a dans les communes. Par contre, il faudra peut-être qu'on regarde pour être présent. C'est vrai que quand on est arrivé à Mayotte, juste derrière Chido, rien de tout ça n'était en place. Toute cette organisation de la cellule de crise n'a pas existé. J'ai même pas le souvenir d'avoir pu atteindre la préfecture. Il n'y avait même pas de cellule de crise à la préfecture. En tout cas, elle n'était pas visible et on ne l'entendait pas ou on n'en voyait pas l'organisation. Par contre, ça pourrait peut-être être pas transposable d'ailleurs, puisque de toute façon, c'est légal. Ça doit être organisé comme ça.